Directeur général, mesdames, messieurs, chers amis, chers élèves officiers, chers étudiants, comme le veut la tradition depuis ce matin, les débatteurs sont introduits par un élève officier de l'école de Saint-Cyr-Coët-Quidan, de l'ENIA, et donc je cède la parole tout de suite, les micros, à l'élève officier Marine Carias qui nous présente nos trois débatteurs. Merci. Monsieur le directeur général, monsieur le directeur exécutif, monsieur le secrétaire général, messieurs les officiers généraux, mesdames et messieurs, je suis l'élève officier Carias. Je vais vous présenter les différents intervenants. Donc, le premier, Wassim Nas, est journaliste, spécialiste des mouvements et mouvances djihadistes sur les 3 chaînes de France 24. Il est diplômé à l'Institut des Relations Internationales et Stratégie et du Centre d'études diplomatiques et stratégiques. Il est également l'auteur État islamique, le fait accompli chez Pro. Il y a également Alain Rodier, directeur de recherche chargé du terrorisme et de la criminalité organisée au sein du Centre français de recherche sur le renseignement. Ancien officier supérieur des services de renseignement extérieur, il est également contributeur régulier auprès de nombreux médias français et étrangers. Il collabore à la revue RAID, édition Histoire et Collection. Enfin, il est conférencier dans le domaine de l'évaluation des risques contemporains auprès de grands organismes institutionnels. Ses derniers ouvrages, Grand angle sur l'espionnage russe chez UPR, édition Paris 2017, et Proche-Orient, coup de projecteur pour comprendre, chez Ballant, Paris 2019. Et enfin, monsieur Alban Lepagin, analyste renseignement au HQ Europort depuis avril 2016. Diplômé de Relations internationales et intelligence économique à l'ITIR, Université de Strasbourg. Il veille à la préparation de l'environnement opérationnel et du développement d'évaluation et de scénarios possibles. Merci mon lieutenant, je crois qu'on ne dit pas mon, hein. C'est ça. Bon, merci lieutenant, je devrais le savoir. Puisque ça n'est pas prévu, je me présente. Mon nom est Frédéric Ponce, je suis journaliste, écrivain, professeur aussi, enseignant à Saint-Cyr et à l'heure actuelle directeur d'une revue qui s'appelle Géopolitique africaine. Cette deuxième table ronde va nous emmener jusque vers 16 h, nous marquerons la pause, donc 3 interventions de 15-20 minutes, à l'issue un temps laissé pour les questions et ensuite nous marquerons la pause pour la suite de cette journée qui se clôturera vers 17h30. Voilà. Alors, je dis tout de suite aux jeunes élèves officiers ici que même s'il n'y a pas beaucoup de FAMAS ni de casques lourds, eh bien, vous êtes sur le front. Nous sommes ici sur le front, alors le front de la réflexion avant l'action. Vous serez ensuite dans l'action, mais tout ce travail qui est fait à l'occasion de ce colloque par la Fondation Saint-Cyr est très important parce que avant d'agir, il faut y voir clair, il faut comprendre ce qu'est éventuellement l'ennemi et les travaux de ce matin ont montré bien toute la complexité entre le fait religieux extrême et le fait radical ou le djihadisme. On voit bien que malgré ce qui s'est passé ces dernières années, nous sommes encore en phase d'appropriation de ce problème, de la radicalisation, notamment religieuse, dans notre pays et au-delà, dans toute l'Europe. Alors, les violences radicales, ça n'est pas précisé dans l'intitulé, hein, détection des violences radicales, lesquelles nous sommes évidemment, compte tenu de l'actualité et du choix initial, sur les violences religieuses, notamment le djihadisme, mais encore une fois, notre société, la société européenne, a connu des violences radicales tout au long de son histoire, et des violences qui pouvaient être politiques, action directe chez nous, la fraction armée rouge en Allemagne, jusqu'à aujourd'hui les Black Blocs, ces mouvements de l'ultra-gauche qui sont des radicalismes politiques. Vous avez des radicalismes sociaux, ça n'est pas le sujet, mais je suis frappé de voir que dans certaines situations de crise, des ouvriers, des employés menacent de passer à l'action de façon radicale en utilisant des bonbonnes de gaz pour éventuellement saboter leur outil de travail pour faire de la dissuasion. C'est de la violence radicale.
Et enfin, ces fameuses violences religieuses qui conduisent au djihadisme, c'est ça le cœur de notre réflexion aujourd'hui, en sachant que cette réflexion sur le djihadisme mêle des ressorts évidemment politiques, culturels, psychologiques, sociaux. Tout cela a été dit déjà un peu ce matin et ce sera encore le cas cet après-midi. Alors la détection, eh bien, il faut d'abord ce devoir de vigilance. Ça a été dit par les intervenants de ce matin, vigilance de l'État, vigilance des entreprises, la SNCF est au premier plan de ce devoir de vigilance, et vigilance de la société civile, c'est-à-dire des citoyens, vigilance sur le web, ça nous sera expliqué tout à l'heure très clairement, et puis sur tous les lieux où peuvent naître ces comportements radicaux ou djihadistes, dans le cas du fait religieux lié à l'islam. Ce sont bien évidemment les mosquées, les librairies, les écoles et un certain nombre de lieux que vous pouvez imaginer. Et puis vigilance aussi, ce qu'on oublie souvent, vigilance dans le temps, c'est-à-dire la temporalité de la radicalité existe. Nous sortons du Ramadan, la période du Ramadan est propice à des comportements extrêmes liés à la religion, liés à l'islam, mais aussi la temporalité, c'est une nouvelle loi qui peut susciter des dérives ou des colères qui vont jusqu'au radicalisme, la loi sur le voile, la loi sur la laïcité. Et bien tout cela sera expliqué à travers cette table ronde et celle qui suivra demain, notamment demain matin. Et bien après la détection, c'est l'analyse, et là il faudra déterminer ce qui est du substrat religieux réel et un peu exacerbé de ce qui est du comportement radical, djihadiste, terroriste, en évitant de sombrer dans des thèmes à la mode, par exemple le phénomène du loup solitaire. On y a longtemps cru, on sait aujourd'hui que ça n'est plus tout à fait une réalité, même si un seul individu passe à l'action, les enquêtes de police montrent bien que derrière, il y a des amis de la famille et des réseaux qui sont à l'œuvre. Et enfin, pour terminer, ce substrat religieux, eh bien, il ne naît pas de n'importe quoi. Il y a des textes sacrés souvent, dans lesquels les radicaux puisent leur inspiration et la source de leur action, le Coran, les hadiths, la propagande du monde islamique, il faut la connaître. Il faut écouter aussi les convertis, les repentis, les capturés, les prisonniers. Tous ces gens-là ont des choses à dire, parfois dans le mensonge, parfois dans l'exagération, et c'est tout le travail qui est à l'œuvre aujourd'hui dans nos services, et c'est tout le travail de ces observateurs qui sont ici sur cette tribune pour mieux comprendre les pratiques, les perceptions de l'Occident et de l'islam ne sont pas les mêmes au Moyen-Orient, en Afrique noire, en Asie, dans le Caucase, dans le Xinjiang chinois. Tout ça, il faut se l'approprier, aller dans la complexité, ce qui n'est pas simple. Et c'est pour essayer de mieux comprendre cette complexité que donc, je vais céder la parole à nos invités, nos intervenants. Donc dans l'ordre, Wassim Nasser parlera le premier, ensuite Alain Rodier, et nous terminerons sur un cas un peu concret et pratique, vous verrez, très opérationnel, sur la capacité de détection que peuvent nous offrir les outils d'aujourd'hui. Et toujours cette réflexion, ne l'oubliez pas, elle est à fin d'action pour améliorer le système actuel. Donc Wassim, je vous passe la parole. Bon, d'abord, un grand merci pour cette invitation. C'est toujours un plaisir d'échanger avec un public averti. Donc pour ceux qui ne connaissent pas mon travail, donc comme ça a été dit, je suis journaliste à France 24, je travaille pour les 3 chaînes, donc en trilingue, français, anglais, arabe, et je suis spécialisé sur la question djihadiste depuis plusieurs années. Et j'ai écrit un livre, donc État islamique, le fait accompli, qui est une sorte de résumé rapide de centaines d'entretiens, d'heures de travail, avec ce que j'appelle des sources primaires. Donc j'ai eu le luxe, si je puis dire, ou la chance, ou le malheur, de parler directement avec les djihadistes pour recueillir leurs propos.
Donc c'est des djihadistes de différentes nationalités, parce que j'estime que c'est une erreur de regarder le phénomène à travers les djihadistes occidentaux qui sont une infime partie du mouvement djihadiste mondial. Donc j'ai eu l'occasion de discuter de tout et de rien et de suivre des opérations militaires au jour le jour, comme la prise de Mossoul, comme la bataille de Samara avant, qui était une diversion pour Mossoul, donc en discutant avec des djihadistes saoudiens, syriens, irakiens et parfois français, britanniques et autres. Donc comme tout le monde, hein, je pense que j'ai commencé à travailler ce sujet avec beaucoup d'a priori et j'ai appris à le traiter avec beaucoup d'humilité en fin de compte. Parce qu'on apprend, on apprend tous les jours et quand on a les récits de ceux qui font l'histoire, hein, d'une certaine manière, et pas des commentaires, ça donne une autre vision. Et pour donner un exemple, on a souvent dit oui, les djihadistes, tous des paumés, c'est tous des fous, des ratés. Moi je peux vous dire, les premiers djihadistes avec qui j'ai discuté, c'était des Tunisiens. Il y en a un qui était ingénieur, qui gagnait 4 000 € par mois en Tunisie, qui a tout lâché, décidé d'aller rejoindre le djihad. Un autre il travaillait dans la pub et la vente, il avait un master en pub et vente, et il m'a dit, écoute, moi j'ai décidé de faire de la pub et vente pour Allah. Donc déjà là, on commence à percevoir le phénomène d'une manière un petit peu différente. Je ne dis pas qu'il n'y a pas de fous et de paumés parmi eux, certainement il y en a, mais il faut de tout pour faire un mouvement. Parce qu'aujourd'hui, après 5 ans, 6 ans, on commence ici en France à mesurer l'ampleur du phénomène, qui est un phénomène socio-politico-religieux. Il y a encore, avant le 13 novembre, on était dans le déni. Ça veut dire c'est un groupuscule, même Barack Obama il est venu, c'est une équipe de basket à laquelle on fait face, mais bon, bonjour l'équipe de basket, ça fait 2 ans que cette équipe de basket tient tête au monde entier. Ils ont pris la moitié de l'Irak et la moitié de la Syrie en quelques mois. Rien que la bataille de Mossoul, ça fait 8 mois. La bataille de Sirte en Libye, elle a duré 7 mois. Donc, et ça, ceux qui suivent réellement et ceux qui parlent à ces gens auraient pu le voir dès le début, que c'était du sérieux. C'était pas un califat sur Twitter. Et donc pour vous donner des exemples, quand on parle par exemple du financement saoudien des djihadistes et tout, bon, quand vous suivez de près, déjà l'évolution en Syrie, on sait très bien que la guerre contre l'État islamique, elle n'a pas du tout été déclenchée en septembre 2014. La guerre contre l'État islamique, elle a été déclenchée en 2013. Parce que, à la différence, on va dire, de ceux qui commandent, ceux qui décident, les opérationnels qui décident, savaient pertinemment, je ne parle pas de politique, savaient pertinemment ce qui se tramait en Syrie. Et donc c'est pour ça qu'il y a plusieurs factions rebelles syriennes qui ont été sommées de cesser de se battre contre l'armée syrienne et de tourner leur fusil vers les djihadistes. Et ça, on est en 2013. Et c'est comme ça que les djihadistes ont été évacués de la région de Latakia et de l'ouest d'Alep. Et après, quand on a vu que ces factions rebelles n'arrivaient pas à remplir leur contrat, à ce moment-là, l'Occident s'est vu obligé d'entrer dans le jeu. Et donc, pour vous dire, ces factions rebelles islamistes, pour beaucoup, étaient financées par l'Arabie Saoudite. Vous allez dire, mais pourquoi l'Arabie Saoudite, c'est un royaume wahhabite intégriste? Oui, soit, mais c'est un royaume. C'est pas une entité révolutionnaire. L'État islamique est une entité révolutionnaire aux portes du royaume des Saouds. Et ça, les Saouds n'acceptent même pas les frères musulmans. Donc comment vont-ils accepter ou aider une entité djihadiste qui se veut théocratie pure et dure? Donc encore plus dure que la théocratie, que la république théocratique d'Iran, si je puis dire. Donc ça c'est d'un côté. Donc c'est pour vous dire que l'État islamique aujourd'hui est un électron libre, seul contre tous, et c'est ça qui fait sa force d'une certaine manière, au moins au niveau de la propagande, parce que l'État islamique, il est contre l'islam coutumier. L'État islamique, il est contre les clercs saoudiens, égyptiens ou du Maroc, qu'il estime complètement soumis au pouvoir corrompu, tel qu'ils le disent. Moi, en discutant avec des djihadistes saoudiens, ils m'ont dit on retournera en Mecque et à Médine en conquérant pour décapiter les Saouds.
Et ça, les Saouds le savent très bien. Donc, et c'est pour ça que les Saouds se battent contre Al-Qaïda et contre l'État islamique aussi au niveau religieux qui est sous-estimé. Ici en France, on va en parler, parce que toutes les fatwas anti-djihadistes, elles émanent des mouftis saoudiens. Le djihad, c'est pas bien, il faut rester chez vous. Ça émane d'Arabie Saoudite. Il y a même des fatwas d'Al-Qaïda contre l'État islamique pour dire à quel point c'est aujourd'hui la friction est réelle. Pour l'État islamique, les frères musulmans sont des apostats, Al-Qaïda c'est des apostats, les talibans c'est des mécréants. Donc on est vraiment passé à une nouvelle phase qu'il faut essayer de comprendre, d'appréhender avec un nouveau regard. Et tout ça, j'ai essayé de l'expliquer en tout cas dans le livre, même quand on parlait de trafic de pétrole avec la Turquie. Il faut quand même rappeler, ceux qui ont un peu de profondeur historique, et beaucoup ici, j'en suis sûr, long, savent très bien que les routes du trafic entre l'Irak, le Kurdistan irakien, la Turquie et l'Iran datent de l'époque de l'embargo sous Saddam. Donc c'est les mêmes réseaux, sauf que le bénéfice, au lieu de tomber dans les poches des renseignements irakiens ou syriens, il a fini par tomber dans les poches de l'État islamique. Et quand on parle pétrole, il ne faut pas oublier aussi l'effort de guerre qui est nécessaire pour l'État islamique. Il faut faire tourner la machine. Donc le pétrole, il est raffiné d'une manière très rudimentaire, ne serait-ce que pour faire tourner la machine de guerre. Donc ça appelle à un peu démystifier tout ce qu'on a pu entendre en ces termes-là et imaginer encore une fois que c'est vrai que c'est un embryon d'État. Pourquoi? Parce qu'ils ont administré des villes, ils ont régné à un moment sur 8 millions de personnes, parce qu'ils ont eu une administration, une armée, et parce que, comme Mao le disait en son temps, n'importe quel mouvement révolutionnaire, il faut qu'il soit comme un poisson dans l'eau. Donc s'il n'y avait pas un minimum de soutien populaire, ça ne serait pas possible de tenir tête à une telle coalition si longtemps. Et s'il n'y avait pas de soutien populaire, il y aurait eu des révolutions dans les villes contre l'État islamique. Parce que les Américains ont essayé de déclencher à Fallujah, ils n'ont pas réussi. À Tikrit, ils n'ont pas réussi. À Deir ez-Zor et Boukamal, ils n'ont pas réussi non plus. Et aujourd'hui, on voit qu'à Mossoul, bon, pas réussi non plus. Donc, il faut vraiment essayer d'imaginer que aussi qu'on ne peut pas nier l'aspect religieux. Ces gens-là sont musulmans. Ils se battent au nom d'Allah, on ne peut pas leur ôter ça. Mais est-ce que pour autant tous les musulmans sont responsables? Bien sûr que non. Donc moi, autant je suis pour dire qu'ils sont musulmans, je suis contre de demander tout le temps des excuses aux musulmans. Parce qu'il faut rappeler que dans l'histoire, les religions, différentes religions, ont toujours eu leur part de violence. Aujourd'hui, les bouddhistes font de la violence et des massacres contre les Rohingyas. Les chrétiens en leur temps n'étaient pas très doux non plus. On se rappelle l'Inquisition, on se rappelle les campagnes et les croisades qui ont assiégé Constantinople, tué plus de chrétiens en Orient que musulmans, mais personne ne s'aventure aujourd'hui à dire les croisés n'étaient pas chrétiens ou les conquistadors n'étaient pas chrétiens. Donc voilà, il faut une certaine démystification, accepter que ces gens se battent au nom de la religion sans pour autant demander à tous les musulmans de s'excuser des actions de quelques-uns. Mais en même temps, j'insiste sur ça, on ne peut pas nier, on ne peut pas dire ils ne sont pas musulmans. Après, bon, on peut aussi parler peut-être après, si vous avez des questions sur la relation avec Al-Qaïda, la relation avec les talibans, est-ce qu'aujourd'hui l'État islamique est en train de perdre la guerre ou pas? Je vais juste dire un mot et je passerai le micro. Vous savez, le Palcité Clausewitz parlait de la guerre et de la perception, ou de la victoire militaire et de la perception d'une victoire militaire. On sait tous que Napoléon est bien arrivé à Moscou. Donc est-ce que la prise de Moscou est perçue comme une victoire pour Napoléon? Et on sait très bien, par exemple, pour donner un exemple beaucoup plus contemporain, on connaît tous la guerre de 33 jours entre Israël et le Hezbollah en 2006. Militairement, Israël a gagné. Mais la perception, c'est que le Hezbollah a tenu 33 jours. Et aujourd'hui, on est face à la même configuration. Donc on a des villes millénaires détruites, des populations en exode, et l'État islamique qui tient des mois et des mois et des mois dans des villes qu'il n'a pas pris avec beaucoup de difficultés. Et vous vous rappelez tous, vous connaissez tous en tout cas le problème que les camps palestiniens ont posé et posent depuis 50 ans.
les campagnes syriennes dans les pays arabes, donc des zones beaucoup de fois de non-droit, de radicalité, d'injustice aussi, et de ressources pour les terroristes, qu'ils soient d'extrême gauche ou aujourd'hui djihadistes. Alors vous imaginez les millions de gens dans des camps aujourd'hui en Syrie et en Irak, et les villes complètement détruites. Donc s'ils sont écrasés militairement aujourd'hui, demain il y aura une autre génération qui va prendre la relève, et qui sera peut-être plus radicale. Regardez la guerre en Afghanistan, au bout de 15 ans, les talibans sont de retour, l'État islamique est implanté avec des milliers de combattants. Voilà, j'ai terminé là-dessus. Merci. Merci Wassim. Si vous voulez bien, on peut quand même prolonger un tout petit peu, parce que l'actualité ne cesse de nous poser des questions. L'actualité, c'est l'État islamique qui est en train de perdre Mossoul, qui va perdre Raqqa, et qui va perdre la guerre, très probablement. Alors la question est très simple. Est-ce que c'est vraiment une force jusqu'ici ennemie qui est en train d'être défaite, et si ça n'est pas totalement le cas, quels pourraient être les risques nouveaux pour nous ici en Occident et notamment en France? Les risques ici en Occident, ils vont se multiplier, parce que déjà si on part du principe que tous les aspirants djihadistes n'arrivent plus à rejoindre les territoires du djihad, donc que ce soit en Syrie, Irak, Libye, Yémen, Afghanistan, Philippines, Marawi est toujours sous le joug de l'État islamique aujourd'hui, ils vont agir sur place. D'ailleurs, ils sont appelés à agir sur place. Donc là, ça accentue le problème. D'un autre côté, ils sont en train de perdre la guerre militairement, donc ils sont en train de perdre les villes, ils sont en train de perdre leurs prétentions étatiques, mais ils sont en train de gagner la guerre de propagande du fait, ne serait-ce que de tenir aussi longtemps. Et donc d'ailleurs, l'État islamique, depuis plus d'1 an et demi, il a fait le deuil du territoire. Ils ont commencé à se préparer, à préparer la République à un retour à la clandestinité ou la semi-clandestinité dans le désert, ce qui était le cas d'ailleurs entre 2009 et 2011-2012. Mais ce n'est pas pour autant que ça les a empêchés de reconquérir tous ces territoires. Et là, je parle encore une fois de la pression militaire. Dès qu'elle baisse, une pression qui coûte des millions, dès qu'elle baisse, si tous les éléments objectifs continuent d'exister, ils vont revenir peut-être plus fort. Et je vais juste dire un truc, la capacité de nuisance terroriste en Occident n'a rien à voir avec les pertes militaires sur le terrain. Regardez par exemple comment ils ont descendu un avion de ligne égyptien au-dessus du Sinaï, avec une canette de Schweppes piégée. Une canette. Voilà. Et donc, quelle est le cause à effet entre quelqu'un qui décide de prendre un couteau et de tuer 2 policiers et la perte de territoire en Syrie et en Irak? Voilà, donc c'est 2 choses différentes. Le terrorisme, il faut l'appréhender comme un mode opératoire, comme un autre, et avec différents niveaux. Il y a le 13 novembre, avec une équipe paramilitaire qui a réussi à revenir avec les réfugiés jusqu'en Europe et commettre un acte vraiment d'attentat militaire. Et il y en a d'autres qui attaquent avec des couteaux ou avec un marteau, comme on a vu à côté de Notre-Dame. Dans un mouvement, il y a de tout. Et il faut s'attendre à faire face à tous ces modes opératoires, même si, et j'insiste là-dessus, l'État islamique en Irak et en Syrie est vaincu militairement. Parce que, encore une fois, il faut se rappeler, l'État islamique aujourd'hui a réussi ce qu'Al-Qaïda n'avait pas réussi, donc d'englober plusieurs mouvements djihadistes sous sa bannière. Et c'est pour ça que j'estime, en tout cas depuis quelques années, que le djihadisme est l'affaire du siècle aujourd'hui. Parce qu'il n'y a plus de lutte nationale, de lutte anticoloniale, anticapitaliste. Toutes ces luttes-là du siècle dernier sont terminées. Et aujourd'hui, la seule offre sur le marché, c'est la lutte djihadiste révolutionnaire. Et on voit ce mouvement, je vais donner 2 exemples, on va s'arrêter là-dessus, avec les Philippines, où on a vu un mouvement de contestation nationale muter en islamisme, puis muter en djihadisme, puis devenir la branche de l'État islamique en Asie du Sud-Est. Et aussi un autre exemple pour parler d'Al-Qaïda, parce qu'il ne faut pas l'oublier, on a vu 4 mouvements djihadistes au Sahel s'unir sous la bannière d'Al-Qaïda. Ils n'ont pas mis n'importe qui à la tête du groupe, ils ont mis Iyad Ghali, qui a un ancrage local avec des revendications locales. Donc on voit des mouvements nationalistes ou révolutionnaires muter, devenir djihadistes à plusieurs endroits du globe. Et d'après vous, si je comprends bien, tout ce que vous regardez, lisez, entendez au Moyen-Orient vous indique que Daesh, l'État islamique, a déjà d'emblée gagné la bataille de la propagande et que l'État islamique va continuer à séduire, à recruter des jeunes musulmans radicalisés dans le monde? Oui, je pense, parce que, comme je vous ai dit, si tous les éléments objectifs persistent,
Il n'y a aucune raison pour que l'État islamique ne puisse ressurgir ou revivre de ses cendres. Quand je vous ai donné l'exemple, quand ils étaient quelques centaines à Anbar entre 2009 et 2011, ils étaient vraiment quelques centaines. Baghdadi, personne ne savait qui il était. C'est pour ça qu'aujourd'hui on parle beaucoup de oui, Baghdadi va être tué, Baghdadi est tué. Soit, c'est ignorer vraiment la teneur de l'idéologie djihadiste, où il y a zéro personnification. Il faut essayer de regarder avec un autre regard qui n'est pas vraiment occidental, c'est-à-dire la personne n'est pas importante pour des raisons religieuses. C'est pour ça qu'on ne voit pas les portraits de Baghdadi partout à Mossoul et des grosses parades avec Baghdadi à leur tête, et pour une raison très pragmatique. Et ça vaut pour le djihad chiite ou le djihad sunnite. Ils savent qu'ils peuvent mourir à n'importe quel moment. Donc la relève doit être assurée et la personnification au minimum. Donc c'est ça qu'il faut essayer d'imaginer. Ben Laden est mort. Est-ce qu'Al-Qaïda est plus faible aujourd'hui? Elle est beaucoup plus forte qu'à l'époque de Ben Laden. Et si Baghdadi aujourd'hui est tué, il y aura quelqu'un d'autre après qui sera peut-être plus radical. Et ce qui joue en faveur, et ça les militaires seront d'accord avec moi j'espère, en faveur de ce genre de mouvement, c'est que le fait que les chefs sont tués, ça tue les querelles d'ego aussi. Parce qu'il y a la relève qui monte très vite et qui remplace. Et ça aussi très important dans un mouvement. Quand un mouvement devient moribond, il meurt de lui-même. Mais tant que son sang est renouvelé, toujours et toujours et toujours, et tant que les raisons de son existence, ça veut dire les vrais problèmes, sans idéologie restent des problèmes, sans idéologie politique. Et l'idéologie politique sans problème, elle reste sur le papier. Mais dès que les deux éléments se réunissent, on a un mouvement politique violent, qu'il soit djihadiste ou d'extrême gauche ou d'extrême droite. Merci. Merci. Alors, les querelles d'ego ne sont pas propres à Daesh ou à l'État islamique. Alors, on est bien d'accord. En tout cas, tout ce que vous dites n'est guère encourageant pour la suite. Donc, ça signifie qu'il faut rester mobilisé et qu'il y aura, et là je me tourne vers les militaires, et qu'il y aura encore certainement des opérations à monter, à poursuivre.